enfance. Une enfance marquée par le rejet. Sa mère ne la voulait pas. « Tu es une erreur, la pire chose que j'ai faite dans ma vie. » À 7 ans, son cousin se glisse dans son lit, lui dit de ne pas faire de bruit, que ce sera leur petit secret à eux. Sous la menace, elle se tait. Quand elle parle, personne ne l'écoute. Pour les années de douleur, les coups, les fugues, Tamara a grandi avec une certitude. Elle est l'enfant que personne ne veut. Alors, elle tente de survivre, sans argent, sans soutien. Et puis un jour, son père lui dit « Tu veux de l'argent ? Vends ton corps. » Ce jour-là, tout bascule. Tamara cède. Non pas par choix, mais par survie. Pendant 2 ans, elle vend son corps pour payer les factures. Jusqu'au jour où elle décide d'arrêter. « Tu n'auras pas ma vie. » Aujourd'hui, Tamara a décidé de parler, de rétablir la vérité, de raconter au monde ce qu'il s'est réellement passé, de raconter comment son propre père a fait d'elle une proie et de dévoiler le silence d'un système qui n'a rien fait pour elle. Bienvenue dans StoryCube. Je m'appelle Tamara, j'ai 30 ans et je vais vous expliquer mon histoire. Eh bien, tout a commencé quand j'avais 7 ans. J'étais partie en week-end dans la famille de mon papa avec mon frère et ma petite sœur. Donc on a passé tout un week-end chez la cousine de mon papa, là où il y aurait son petit frère à la cousine de mon papa, qui était âgé de 16 ans, qui était déjà assez perturbé. Il y avait déjà eu des histoires comme quoi il aurait attouché des autres petites filles. Mais on nous a laissé passer tout un week-end là-bas avec mon frère et ma petite sœur. Alors la première nuit, il s'est juste glissé dans mon lit pour essayer de me toucher et tout ça, mais il faut savoir que ma petite sœur dormait juste à côté du lit, donc dans un lit de bébé. Et moi, ma première réaction tout de suite, ça a été d'essayer de me défendre. Je comprenais pas ce qui se passait totalement, donc j'ai essayé de sortir du lit. Et là, directement, il m'a plaqué contre le lit, il m'a mis la main sur la bouche en me disant « Si tu bouges, si tu cries, je prends ta sœur, je la jette des escaliers. » Je suis devenue à ce moment-là, on va dire, un genre de pantin. Je ne saurais pas comment vraiment l'expliquer, c'est comme si je quittais mon corps. Je suis ta marionnette, je ne suis plus maître de mon propre corps, quoi. Donc ceci, ça a duré, on va dire, tout le week-end. J'ai pas trop envie de m'exposer totalement sur ce qui s'est passé totalement. Mais en gros, voilà, j'ai été abusée pendant tout un week-end comme ça, avec la menace de si tu dis quoi que ce soit, je jette ta sœur des escaliers. La deuxième journée, j'en ai essayé d'en discuter avec mon frère. Et il faut savoir que moi et mon frère, nous avions une relation très proche, fusionnelle. On était très proches. Et à partir de cet incident-là, on n'a plus du tout été pareil. Mon frère, donc la deuxième journée que je passais là-bas, j'ai été trouver mon frère et je lui ai dit ce qui se passait, quoi, que j'avais peur et tout. Il m'a dit de ne pas en parler, que ça devait rester entre nous, que c'était certainement dans ma tête. Sauf que la deuxième nuit où je me suis fait abuser, mon frère dormait juste dans la chambre à côté. Et donc j'ai vu la porte s'ouvrir. J'ai vu mon frère me regarder, on s'est regardés tous les deux. Franchement, je crois que dans ma tête, dans mon esprit, ça devait vraiment être un grand « aide-moi, fais quelque chose ». Mais mon frère a refermé la porte. J'ai vraiment senti que j'étais totalement toute seule à ce moment-là. Le lendemain, donc, on a dû retourner chez nos parents. Moi, j'ai pas su garder le silence. Personnellement, à peine je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée devant mes parents, devant ma maman, devant mon papa. Je ne sais plus exactement les mots que j'ai utilisés, mais je me suis totalement effondrée. Ça n'allait pas du tout. Donc de ce fait-là, ma maman m'a emmenée directement dans la salle de bain. Et de ce fait, j'avais des marques un petit peu partout, parce qu'il n'avait vraiment pas été de main morte, comme on dit. Et moi, ce que je me souviendrai toujours, c'est les questions de mon papa. Donc il faut savoir que j'avais que 7 ans. Directement, ça a été elle faisait combien de centimètres? Ça t'a fait quoi? Ça ressemblait à quoi? Et quand tu le mettais en bouche, ça avait quel goût? T'as 7 ans. Tu sais même pas ce qui t'est arrivé, tu ne comprends même pas ce qui se passe. Et la réaction de mes parents a été encore plus lunaire. C'est que normalement, tu emmènes ton enfant à l'hôpital ou en tout cas, tu le fais examiner. Eh ben non, la première réaction, ça a été de retourner chez les personnes concernées pour me mettre en confrontation avec l'adolescent qui avait abusé de moi pendant tout le week-end. Mon père a fait mine de vouloir le frapper. Moi, je me suis mis directement devant en disant que je voulais pas que mon papa aille en prison. Donc c'est comme si je prenais vraiment le rôle de juge et de victime en même temps. C'était très compliqué. J'étais vraiment pas bien. Ça m'a totalement traumatisée ce moment-là d'ailleurs. Ensuite, ils m'ont quand même emmenée à l'hôpital, quand même. Et de là, ils ont su faire une attestation comme quoi j'avais bel et bien été abusée. Et vu que c'était en famille, je vous raconte pas le bordel que ça a provoqué. Quand ça s'est su dans la famille, parce qu'évidemment on a été porté plainte et tout ça, tout le monde nous a tourné le dos. Et il faut savoir que moi, chez mes parents, il y avait mes grands-parents, ils vivaient à 2 rues de chez nous. Donc moi, je voyais quand même assez régulièrement mes grands-parents, mes tantes, mes tontons, mes cousins, mes cousines. Et de là, je ne voyais absolument plus personne. Il n'y a plus personne qui venait me voir, personne ne prenait de mes nouvelles. J'étais totalement toute seule et ma réaction face à ça a été... j'arrêtais de manger en fait. J'avais perdu totalement l'appétit, j'avais plus envie de rien. Et de ce fait, alors mes parents ont pris la décision qu'on devait déménager pour que je puisse oublier tout ce climat
mauvais. En tout cas, au début de mon agression, mes parents ont réagi, à part l'épisode de m'emmener directement chez les personnes concernées. Sinon, ils m'ont quand même emmené à l'hôpital, ils ont quand même porté une plainte. C'est déjà ça. Ils m'ont au moins cru de ce côté-là. Mais ils m'ont fait payer le prix très cher par la suite. Parce que je suis devenue la responsable du fait qu'on ne voie plus personne, du fait qu'on ait dû déménager. En fait, je suis devenue de moi-même, je suis devenue le problème pour eux. Tout simplement, je suis devenue la source du problème et que si j'étais pas là, tout ceci ne se serait pas passé et il n'en serait certainement pas là dans la relation familiale. Et mon frère, en tout cas, m'en a tenu responsable fortement. Je suis devenue le souffre-douleur de mon frère, donc ça a duré de mes 7 ans jusqu'à mes 14 ans à être... Bon, évidemment, c'est monté tout petit à petit, ça a commencé par des petites humiliations, des petites claques, mais c'était tous les jours. Tous les jours, on m'insultait, tous les jours, on me frappait. Si je laissais traîner quelque chose, je m'en prenais une, que ce soit par mon père, que ce soit par ma mère, que ce soit par mon père et même par mes petites sœurs. Je me rappelle d'une scène où mon frère me maintenait dans le fauteuil pendant que ma petite sœur de peut-être 4 ans vient me griffer le visage à sang. Et ça fait rire tout le monde dans ma famille. Donc moi, j'ai grandi de mes 8 ans à mes 14 ans où il est normal de m'humilier de plein de façons. La punition préférée de mes parents, c'était par exemple un genou et bras en l'air. Donc c'est on te met à genoux, on te fait mettre les mains en l'air et tu dois rester dans cette position-là jusqu'à ce qu'ils en aient marre. Je peux vous dire qu'au bout de 10 minutes, on sent déjà qu'on vit, on sent qu'on a déjà mal partout. Mais c'était des punitions normales. Et c'était pour un oui ou pour un non. Il n'y avait pas spécialement de bonnes raisons pour me punir ou pour m'insulter. C'était monnaie courante. J'ai fait aussi des tentatives de suicide, des mutilations à partir de 12 ans aussi. J'ai été très mal dans ma peau. Quand t'es bourreau, c'est les personnes qui sont censées te protéger, te montrer la voie, te faire avoir de l'amour pour toi et qu'il n'en est rien et que c'est totalement l'opposé, tu peux pas te construire de façon sereine en fait et tu peux pas avoir une relation sereine avec toi-même vu que tu penses que tout est de ta faute et que c'est toi la source du problème. Donc il m'a fallu beaucoup de travail sur moi et d'introspection pour me rendre compte que non et que ce n'était pas normal. J'ai demandé à être en internat à partir de 12 ans. Je pense que déjà ça aurait dû faire alarmer plus d'un parce que c'est devenu de ma demande à moi. Parce que j'avais l'espérance que peut-être que si mes parents me voyaient moins, qu'ils me voyaient que le week-end, peut-être qu'ils m'aimeraient un petit peu, ou peut-être que ça ferait un petit changement, ou je sais pas. Mais en fait, non, c'était pire, parce que du coup, toute la frustration qu'ils ressentaient la semaine, et qu'ils n'avaient pas de punching ball émotionnel ou même physique ça retombait sur moi le week-end. Quand on arrivait le vendredi et que je savais que j'allais rentrer à la maison, j'étais toute excitée. Parce qu'évidemment, moi, c'était mes parents et je voulais qu'une chose, c'est qu'ils m'aiment. Vraiment, pendant longtemps, moi, ma quête dans la vie, c'était mes parents, il faut qu'ils m'aiment, il faut qu'on m'aime, il faut que j'ai une famille. Sauf qu'à peine je rentrais dans la voiture, la boule montait. La boule montait, je savais. Je savais, et de ce fait, à peine je rentrais à la maison, que pour un oui ou pour un non, c'était pour ma tronche. Quand je dis ça, c'est comme je dis, c'est la punition à genoux et bras en l'air, les claques, l'humiliation, m'insulter. Donc j'ai commencé à me à 12 ans, pas parce que je voulais mourir, mais parce que ça me faisait du bien d'avoir une douleur physique, parce que j'avais tellement mal dans mon être et que j'arrivais pas à extérioriser et j'arrivais pas à faire comme mes parents ou comme mon frère de trouver un souffre-douleur. Je voulais pas avoir un être que j'avais maltraité ou frappé ou insulté juste pour me sentir un peu mieux. Ça a toujours été en dehors de ma portée, j'ai jamais compris ce mécanisme. Donc, moi, faire du mal autour de moi, mais me faire mal à moi, et de toute façon, dans ma psychologique de l'époque, elle me dit, tu mérites pas mieux, c'est de ta faute, donc c'était une façon à moi de me soulager, de me punir davantage, d'être la personne que je suis. Alors que c'était pas normal, mais en tout cas, dans ma façon de voir les choses à ce moment-là, c'est comme ça que je le vivais, c'est comme ça que je m'échappais un petit peu. Quand mes parents l'ont remarqué, alors on pourrait croire qu'ils seraient quand même inquiets de mon développement et tout ça. Et pas du tout. J'attirais trop l'œil et je faisais chier tout le monde. Parce qu'évidemment, à l'école ou quoi, on voyait bien que je restais tout le temps dans mon coin, que j'avais des marques au poignet, donc je devais tout le temps aller voir les psychologues de l'école. Mais le problème, c'est que je ne disais absolument rien. Parce que pour moi, j'étais la responsable de tout ce qui se passait à la maison et que ça aurait été une honte pour moi de le dire. Que tout le monde sache à quel point je suis une mauvaise fille. Que je ne sers à rien et que je n'apporte rien de positif à ma famille. Alors que c'était totalement l'opposé. Mais dans ma tête, à ce moment-là, vu que j'ai été construite sur ces bases-là, c'était pour moi ma normalité. Et donc, quand l'école a commencé un petit peu trop à fouiner, on va dire ce qui est, ma maman et mon papa m'ont vraiment fait passer pour une sale gamine de merde. Et le fait que j'ai toujours eu un style un petit peu alternatif et qu'en plus j'étais mal dans ma peau, donc j'étais un petit peu style gothique et tout ça, ça n'a vraiment pas plaidé en ma faveur, mais vraiment pas, parce que les gens à l'extérieur me voyaient comme une sale gamine de merde qui ne cherche que les emmerdes. Alors que apparaître dans ma chambre, à écrire, à pleurer ou à me tuer, je faisais pas grand chose au final. Franchement, j'attendais limite la pour moi était une délivrance. Je regardais la lune et je priais pour que quelqu'un vienne me tuer, pour que je meure. Je n'en pouvais plus, mais j'avais pas la force de moi me le faire.
J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais j'allais pas au bout. Franchement, à chaque fois que j'ai senti que je sentais que ça allait partir, que vraiment ça partait trop loin dans ma tentative de suicide, j'ai toujours fait marche arrière. L'instinct de survie a toujours pris le dessus. Donc voilà, mais je voulais, en fait, c'était pas que je voulais mourir, je voulais que ma souffrance s'en aille. Je voulais que quelqu'un vienne me sauver. Personne n'a jamais venu, hein, voilà. Mais comme je dis, le fait que je n'ai pas spécialement parlé n'a pas spécialement joué en ma faveur. Mais j'ai parlé d'une autre façon. Il suffisait juste de voir de comment je me comportais et de comment j'étais. Parce que, par exemple, à l'école, j'ai jamais eu vraiment de problème d'harcèlement, par contre. Il y en a déjà eu plusieurs qu'on a déjà essayé, mais vu que je me faisais déjà harceler à la maison et je me faisais déjà bien frapper à la maison, j'ai jamais eu peur des autres. Les autres m'ont jamais fait peur. Ça a toujours été ma famille qui m'a fait le plus peur. Surtout mon frère. Mon frère était vraiment un tortionnaire. Quand j'avais 14 ans, vu que ça partait vraiment dans tous les sens à la maison, j'essayais vraiment de trouver une échappatoire, en fait. J'essayais de trouver quelqu'un qui voudrait bien me reprendre, parce que vraiment à la maison, je sentais qu'à un moment donné, ils allaient me tuer. Il allait avoir un jour un coup ou quoi, au cas un accident qui allait faire qu'il y aurait plus de Tamara. Et donc j'ai repris contact avec les parents de mon papa, avec qui j'en avais plus de contact depuis l'agression. Je faisais en sorte, je leur écrivais sur Messenger à l'époque, et j'allais les voir de temps en temps, et j'allais là-bas quand ça pétait trop dans ma famille, et que je voulais être quelque part pour respirer, quoi. Mon frère l'a découvert un jour quand j'étais partie. Il a été fouillé dans mon PC, il a vu les conversations avec mes grands-parents, il a pris mon PC alors que c'était mon cadeau d'anniversaire, c'était le seul cadeau que j'avais eu, franchement j'étais hyper heureuse. Il a explosé dans les escaliers, il a tout dit à mes parents, mon père est arrivé chez mes grands-parents en hurlant, en menaçant de tuer ses propres parents, de foutre le sang partout, si je ne sortais pas tout de suite de la maison. J'ai pris mon franchement j'avais peur, je me dis mais j'ai pas envie d'y aller, je sais que je vais encore m'en prendre plein la gueule. Et il faut savoir que mon père est franchement un grand malade, hein. C'est un grand consommateur de cocaïne, d'antidépresseurs et de l'extrême droite. Donc je vous laisse imaginer l'ambiance à la maison. Moi j'ai grandi en entendant que Adolf Hitler c'était le sauveur de notre planète, hein. Oui. Donc voilà, hein. Et ses potes c'est même chose, extrême droite. Moi j'ai vraiment grandi dans un cadre très, très malsain, hein, mais dans tous les sens du terme. Parce qu'il n'y a rien de normal dans tout ça. Et donc je savais que mon père aurait quand même été capable de faire quelque chose de dramatique. Donc voilà, je suis vite sortie et il m'a récupérée. Je me suis mangé une danse. Je me suis fait humilier devant tout le monde en disant que j'étais qu'une game de merde, que je tournais vers les personnes qui, quand je me suis fait, n'ont même pas venu me dire bonjour. Et c'est vrai, mais j'avais tellement besoin d'avoir un sauveur, d'avoir quelqu'un qui vient m'aider, que j'aurais été capable d'aller vers n'importe qui. Mais j'osais toujours pas dire les mots « on me maltraite, on est méchant avec moi, on me traite pas bien ». Je n'arrivais pas à mettre ces mots-là parce qu'encore une fois, j'étais vraiment persuadée que c'était de ma faute. C'était moi la seule responsable de la situation. Vers mes 14 ans, je commence un petit peu plus à me rebeller, dans le sens que quand on m'insulte ou quand on me frappe, je rends. Donc quand mon frère me frappe, je me défends. Quand ma sœur m'insulte, je l'insulte. Quand ma mère m'insulte, je l'insulte. C'est pas que j'ai plus peur d'eux, mais je rentre dans une phase de quitte à prendre, je vais prendre pour quelque chose, c'est fini, je ne veux plus être la carpette. Et je remarque que des fois c'est vrai qu'on me frappe un petit peu moins, on est un petit peu moins violent avec moi et tout. Mais vient le moment où mes parents se séparent et où même s'il y avait des fortes doutes, j'apprends que ma mère est effectivement une prostituée, hein, que c'est de cet argent-là que c'est avec cet argent-là qu'ils s'achètent la cocaïne. Parce que oui, aussi l'ambiance à la maison, un petit peu pour vous mettre dans le contexte, c'est ils prenaient de la coke et ils s'enfermaient dans la salle à manger. Une fois que tu vois que la salle à manger était fermée, t'avais pas intérêt ne serait-ce que faire un cric, parce que sinon ils sortaient dedans et tu te faisais enchaîner. Même la nuit, j'ai dû prendre un seau, j'avais 12 ans, j'ai dû prendre un seau dans ma chambre parce que je ne pouvais pas descendre en bas uriner. Si je descendais, si on entendait quoi que ce soit, on sortait, on me frappait, on me disait que j'avais rien à faire dans la maison à cette heure-ci, quoi. Mais mes parents, ils prenaient leur cocaïne dans la salle à manger, et quand c'était la nuit, ils dormaient, mais mon frère, lui, était sur sa console. Et lui, s'il m'entendait aussi, parce que non seulement j'avais mes parents, mais j'avais mon frère. Moi, peu importe ce que je faisais, je me faisais laminer des deux côtés. Donc c'est ça que je dis que vers 14 ans, ça m'a un petit peu changé, quoi, parce que de base, j'étais pas de nature aussi à me défendre, mais ça m'a forcé à changer. J'avais pas le choix, je me suis dit bon, bah... Et aussi, j'ai remarqué qu'à l'école, parce qu'évidemment, j'avais un look atypique et tout ça, on a essayé de m'harceler, hein, mais ça marchait pas avec moi, parce que j'ai déjà mes harceleurs à la maison. J'avais pas à m'en manger à l'école. Enfin, je le vivais un petit peu comme ça. Enfin, je me disais, je vais pas me laisser faire par tout le monde parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et donc, à 14 ans, mes parents décident de se séparer. Là, on découvre les poteaux roses. Hein, plusieurs choses se dévoilent. Ma mère me met dehors plusieurs fois. En fait, j'ai fait plusieurs allers-retours avec ma mère. Je revenais 2-3 jours, puis c'est dégage, non, tu m'intéresses plus. Puis oui, va un peu chez ton père. Puis non, mon père ne peut pas le prendre parce qu'il veut pas prendre la responsabilité. Donc, je me suis transformée un petit peu comme une balle que personne ne veut. La personne ne voulait de moi. C'était trop compliqué pour eux. J'étais trop dérangeante. Et donc, j'ai fini dans des centres. Et avant ça, ma mère m'avait fait rentrer dans un hôpital psychiatrique à Vincent Van Gogh pour justement mes scarifications et mes tentatives de suicide.
j'ai dû signer un papier comme quoi j'étais d'accord. Ça, c'est très important parce que ma mère était est une grande manipulatrice, je n'ai jamais vu ça. Mais elle a réussi à me faire croire que si je signais le papier comme quoi j'acceptais d'être dans l'hôpital psychiatrique, elle voudrait bien que je rentre à la maison après. Sauf que je vais à Van Gogh, le temps passe, les psys me parlent, il n'y a pas spécialement de problème avec moi. Hormis le fait que je sois solitaire et que je sois renfermée sur moi-même, mais ça ne reflète pas un problème de personnalité ou un problème qui pourrait engendrer autant de retours dans une petite famille, quoi. Et je me rappelle d'ailleurs que quand le psy a convoqué ma mère, parce qu'elle voulait pas suivre les thérapies en plus, hein, donc voilà, c'était très compliqué, mais cette fois-ci elle est venue pour faire le compte-rendu. Quand le psy lui a dit que pour lui j'étais une adolescente, oui, brisée, très peu confiance en elle et très réservée, mais qu'il n'y avait pas, et qu'il trouvait pas la source, et que c'était quand même bizarre qu'elle suivait pas les cours, qu'elle venait pas aux réunions et tout. Et donc là il commence à pointer le doigt sur elle. Je dis, ça serait peut-être pas le fait de votre relation. Elle a tout retourné dans le bureau. Elle a tout retourné. D'ailleurs, je suis sortie de là, j'étais en larmes. Il y avait une infirmière qui ne me supportait pas. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Elle m'a prise dans ses bras ce jour-là. Elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit, je commence à comprendre. Ça m'a fait du bien. Parce que, comme je dis, je ne disais pas. Les gens voyaient que le résultat de ce que je pouvais vivre, mais ne pouvaient pas savoir le pourquoi j'étais comme ça, aussi triste, aussi solitaire et aussi, j'ai envie de dire, tout le temps sur le qui-vive. J'étais toujours prête à tout, on ne sait pas à quoi, mais j'étais prête. S'il fallait partir en courant, j'étais libre. Voilà. Mais je le suis d'ailleurs encore aujourd'hui un petit peu. Hein. À mes 14 ans, je finis donc en centre. Des fois, je fugue parce que dans les centres, il faut savoir que tu tombes sur de tout. Et moi, j'avais pas spécialement ma place là, étant donné je suis pas une délinquante, je fais rien de mal. Je suis juste une gosse que personne ne veut et qui est totalement brisée dans son estime de soi. Ça va pas plus loin. Et donc, je me retrouve avec plein de jeunes avec plein de problèmes. Donc, problème plus problème est égal problème. Donc, ça ne va pas et je me sens pas à ma place. Donc je fugue. Je préfère des fois aller dormir dehors que de dormir dans le centre. Ça va pas du tout. Et puis même par rapport aux éducateurs, ils me traitent comme si j'étais responsable. Et il y a quand même une partie de moi qui me dit c'est pas juste. C'est pas juste d'être traitée encore comme ça. Enfin, c'était très compliqué tout ce que je pouvais ressentir à ce moment-là. Et donc ouais, je finis en centre, à la rue, jusqu'au moment où je tombe sur un camarade de classe. Franchement, il m'a sauvé la vie. Qui en parle à sa maman. Et sa maman, le soir même, me téléphone. Elle me fait, t'es où? Donc je lui dis où je suis. Elle me fait, je suis là-bas, mais c'était à quasiment 1 heure de route. Hein. Elle fait, tu bouges pas, je viens te chercher. Je sais pas vrai, vous viendrez pas me chercher. Si, je vais venir te chercher et tout. Je dis d'accord, donc elle vient me chercher. Moi, j'allais avec ma petite valise, du peu que je pouvais avoir. Et j'ai attendu 6 mois avant d'enlever ma valise. 6 mois avant de défaire ma valise, tellement que j'avais peur, vu que du jour au lendemain, on me dise, tu te casses. Vu que partout où j'allais, c'est toujours ce qui se passait, c'est au bout d'un moment, ça n'allait pas, il y avait des violences, des insultes ou quoi, et moi, je prenais la fuite à ce moment-là. Et ouais, 6 mois. 6 mois, il m'a fallu pour enlever ma valise et mettre mes affaires et elle m'a gardée jusqu'à ma majorité. Donc je rencontre mon premier amour à 16 ans. Il faut savoir aussi que j'ai travaillé de mes 15 ans à mes 18 ans en tant que serveuse. Je travaillais pour 5 € de l'heure. Hein. C'était juste pour avoir de quoi acheter ce que je devais acheter pour vivre dans ma famille d'accueil parce qu'on était déjà passé 10 dans la maison. Ma mère d'accueil, elle m'offrait déjà un toit, un endroit où je peux dormir et stocker mes affaires sans que personne me frappe. Moi, t'es Jésus. Voilà, à ce moment-là, t'es Jésus et elle a encore toute ma reconnaissance éternelle. Mais je comprends qu'elle n'a pas su me prendre totalement sous son aile non plus. Voilà, c'est beaucoup de responsabilités. En plus, j'étais vraiment brisée comme adolescente. Hein. Mais on n'a jamais eu de problème. Je suis restée chez elle jusqu'à mes 18 ans, donc 3 ans. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Il n'y a jamais eu de conflit. Franchement, j'ai énormément de respect pour elle. Et donc, oui, j'ai rencontré mon premier amour à 16 ans, dans une boîte de nuit, à bord de la vodka rouge. Je le recommande pas. Mais ça a été directement, on va dire, le coup de foudre. Je ne saurais même pas expliquer le pourquoi du comment. De toute façon, c'est des choses, des fois, qui ne s'expliquent pas. Hein. Mais c'était quelqu'un qui avait 5 ans plus que moi. Donc lui, il avait dans la vingtaine, qui vivait chez son frère, qui n'avait rien dans ses mains, et qui sortait, qui buvait énormément. Et étant donné que j'avais très peu d'estime de moi et que j'étais très mal dans ma peau, il a tout gagné, voilà. Hein. Je suis vite tombée sous l'emprise. Moi, du moment que tu me donnais l'impression des fois que tu m'aimais, ça me suffisait. Après tout, dans ma tête, moi je me disais, est-ce que je mérite mieux? Voilà, c'est triste, mais c'est tellement que t'as peu d'estime de toi-même que t'acceptes des fois de faire rentrer ce genre de personnage dans ta vie et d'y rester surtout. Voilà, donc ça a duré pendant 3 ans. Je suis tombée enceinte à 18 ans de notre petit garçon. Il m'a mis dehors de notre appartement, j'étais enceinte de 6 mois. Et il faut savoir que, comme je disais, j'étais serveuse avant. Quand t'es enceinte, tu peux pas travailler en tant que serveuse pour 5 € de l'heure, ça marche pas comme ça. Donc j'ai dû me mettre sous sa responsabilité à lui totale. Et là, ça a été l'appartement, j'ai fait la connerie aussi, c'était mon appartement. On l'avait trouvé ensemble, c'est moi qui avais tout bien fait et tout. On a mis notre adresse ensemble. Donc je ne peux pas le mettre dehors comme il veut, et lui techniquement, lui non plus. Mais s'il a envie de me mener la vie dure et de me pourrir la vie, ce sera au premier qui cédera et qui partira. Et j'ai compris qu'à 6 mois de grossesse, c'est pas lui qui allait partir. Donc quand il m'a encore dit, tu prends tes affaires et tu dégages, parce que c'était pas la première fois qu'il me mettait dehors alors que j'étais enceinte. Mais là, je suis partie, mais je suis pas revenue.
J'ai pris mon courage à deux mains, alors que j'avais plus parlé à ma mère depuis des années, parce que voilà, elle a refait sa vie, elle a une autre petite fille et elle ne me considère pas comme une de ses enfants. J'ai quand même pris mon courage à deux mains, je lui ai sonné, je lui ai dit écoute, voilà, je suis enceinte d'un petit garçon, c'est très important parce que ma mère était garçon, voilà. Et je savais que c'était ça qu'allait la harponner, qu'elle allait me donner un coup de main. Et je lui ai demandé un coup de main, elle m'a hébergée pendant 3 mois. Très très court, mais au bout des 3 mois, j'avais trouvé un studio, si on peut appeler ça un studio, c'était plutôt un truc qui n'aurait même pas été autorisé à être loué, c'était un arrière de garage, un couloir. Mais ça me suffisait juste pour avoir un toit sous la tête et avoir mon gamin avec moi. Parce que ma mère, directement, elle a fait venir les trucs services sociaux. Elle aurait voulu en fait qu'on prenne mon fils pour elle avoir mon gamin. C'était ça son idée. Mais le truc, c'est que avec le recul, j'ai appris à vraiment la connaître, quoi. Donc moi, je savais qu'en lui demandant ça, vu que c'était un petit garçon, il y aurait eu moyen. Donc, mais sinon, elle m'aurait laissé à la rue avec mon bébé. Hein. Elle m'avait déjà laissé à la rue plus d'une fois, donc une fois de plus. Et donc oui, je me suis retrouvée totalement toute seule avec mon bébé sous les bras. Je me souviens quand je suis arrivée dans le couloir avec le peu d'affaires que j'avais, j'étais totalement démunie. Démunie à me dire, punaise, t'as que 19 ans, t'as la responsabilité d'un enfant maintenant, c'est plus que toi. Hein. Si toi, ta vie, c'est de la merde, la vie de ton enfant, ça va être de la merde aussi. Et j'étais vraiment, mais vraiment pas bien. Et j'avais même pas de quoi vraiment dormir. Et comme je dis, c'était vraiment un couloir. Pour Timéo, j'avais tout. Pour mon fils, j'avais tout. Avec la prime de naissance, j'ai tout acheté. Mais pour moi, dans ma vie, frigo, j'ai pas. Électroménager, j'ai pas. J'ai rien. Et je n'ai personne à qui demander de coup de main. Et quand je demande un coup de main, on me referme gentiment la porte au nez. Malheureusement pour moi, à ce moment-là, je suis fort en contact avec mon papa. Mon papa qui, comme je dis, est vraiment dans un milieu pas très fréquentable et qui a des filles qui travaillent pour lui dans son appartement. Donc il est proxénète, quoi. Et donc je lui en parle de mon souci, je lui explique tout ce qui se passe et tout. Et là il me regarde, il me dit mais Tam, tu sais si tu veux t'en sortir, il y a des solutions. Hein. Tu sais bien ce que t'as à faire. Hein. Qu'est-ce qu'elle faisait ta mère? Waouh. Moi j'ai pas envie de base de me retrouver dans ce genre de choses parce que j'ai déjà vécu tellement de traumatismes. Je suis trop sensible, ça va pas. Et il me réconforte dans cette idée, quoi. Il me dit écoute Tam, si tu veux pouvoir t'en sortir, voilà. Moi, j'ai pas 20 millions de solutions pour toi. Moi, je peux pas t'aider. Hein. Moi, je peux t'aider que comme ça. Parce qu'il appelait ça de l'aide, évidemment. Aller travailler chez lui, lui donner une partie de ce que je gagne, voilà. En gros, c'est ça. Tu gagnes de l'argent sur ta fille. Voilà. C'était ça le deal et c'était ça l'aide pour sa fille de 19 ans qui venait de devenir maman. Mais c'était pas un secret que mon père était proxénète. Hein. C'était normal. Moi, je pouvais pas aller chez lui quand j'étais ado. Il me laissait dehors parce qu'il y avait des filles qui travaillaient chez lui. Et c'était normal. Moi, j'ai grandi dans... C'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très malsain hein, dans l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Et comme ça m'a demandé beaucoup de travail et de faire du travail sur moi pour me rendre compte que mais c'est lunaire. Tu te dis c'est pas possible. On croit que ça sort limite d'un film. Alors le pire, c'est qu'il faisait tout le temps son petit malheureux pour que je lui paye d'autres trucs. Ah ouais, Tam, tu sais, papa, il a du mal. Hein, nanana, tu veux bien lui acheter le truc là, Star Wars, Tamara. J'ai du mal à finir mes fins de mois. Tu veux pas m'acheter des courses? Tu veux pas me ramener de l'argent parce que mon père prenait blindé de cocaïne. Et qu'en plus, il faisait travailler des filles chez lui qui lui prenaient son fric. Parce qu'elles ne payaient pas leurs prestations et tout ça, donc il profitait de moi, mon père, en fait, j'étais sa bouée de secours. Alors que je lui demandais clairement de l'aide. Hein. C'est pas que je suis passée par 4 chemins ou quoi, je lui dis papa, il me faut de l'aide, je veux pas élever Timéo dans ces conditions, on va pas s'en sortir, il faut qu'on sorte de là. Je fais regarde dans quelles conditions je vis, on fait comment, il me faut un coup de main, on s'en fout. Et le pire, c'est que ma mère, par exemple, à cette époque-là, ça a été la première à me rabaisser, à me dire que j'étais qu'une sale p*** et que j'étais vraiment une sous-merde et que mon fils, parce que mon fils, on a appris un petit peu plus tard, mais il a des troubles du développement, que si mon fils a des problèmes et tout ça, c'est de ma faute et tout. Alors qu'ils n'ont pas été foutus de me donner ne serait-ce qu'un coup de main. Genre ma mère, quand j'étais à la rue, il y a une fois, je devais avoir 14 ans, j'avais marché super longtemps, au moins 2 heures, parce que j'avais nulle part où aller, franchement j'avais peur de dormir dehors ce soir-là, je le sentais pas. Donc je vais jusque chez ma mère, je stocke, elle m'ouvre, je lui dis maman, je peux au moins dormir dans le fauteuil s'il te plaît, j'ai peur. Quand on fait son lit, on se couche Tamara, moi ça me concerne plus. Elle m'a refermé à la gueule. Parce que elle dans sa tête, parce que c'est ça aussi, ça a été très dur pour moi de comprendre, c'est que eux dans leur tête, c'est encore moi la méchante. Ils ne l'admettront jamais. Ils ne prendront jamais leur part de responsabilité, rien du tout. Et donc moi, en tant qu'enfant et même victime, ça a été pas facile pour moi de savoir qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, où se reconstruire par rapport à ça. Ça a été très compliqué, franchement. Donc il m'a fait me prostituer pendant 2 ans. Ça a été vraiment la pire période de ma vie. Sincèrement, quand j'y repense encore maintenant, je sais pas comment j'ai supporté ça parce que y a rien de génial dans tout ça. Vraiment, il y a rien de... C'est horrible. Une fois que tu as refermé les rideaux et que tu vois un petit peu ce qui se passe derrière, c'est horrible ce qui se passe derrière. Donc il y avait un site internet où je devais mettre mon annonce avec leur numéro de téléphone sur lequel on devait joindre. Et de là, je répondais, je donnais un rendez-vous et l'endroit dans lequel ça se passait. Mais c'était effectivement dans l'appartement où mon père vivait. D'ailleurs, quand j'étais ado, parce que c'était toujours le même appartement, quand ma mère m'a mis dehors, elle m'avait dit « Oh, regarde cette chambre-là, ça sera ta chambre plus tard. C'est devenu ma chambre de passe. » On est face à ça. Dans le couloir de chez mon père, donc quand je vais faire ma prestation avec un client,
on voyait une photo de moi, je devais avoir 8 ans. Alors le plus malaisant, c'est quand il y a des gens qui passent « Oh, on dirait une petite fille, on dirait que toi un petit peu ». Malgré que je mettais perruque et je mettais tout ça, mais le visage reste quand même un petit peu le même. Donc tout ça, tu te le prends en pleine face. C'est ça que je dis, je ne sais pas comment psychologiquement... Je crois que c'est tellement que je quittais mon corps, je m'étais fait tout un personnage en fait. Je m'étais fait un personnage avec ça. Et j'ai toujours gardé le but bien en clair de « on se casse ». Une fois que tu as autant d'argent de côté, une fois que tu as tout ça, tu te barres et tu te barres très loin. Donc un jour, j'ai été malade, j'étais vraiment pas bien et franchement, j'étais venue là-bas, c'était juste pour avoir un petit peu en temps mort parce que mon fils, vu comme il a ses troubles et tout ça, était très difficile aussi, il n'a pas fait ses nuits avant ses 2 ans et demi. J'avais besoin de souffler, franchement, j'avais juste besoin de souffler. Donc je suis vraiment allée là-bas juste pour dire, je souffle. Et il y avait une autre fille qui travaillait avec moi. Et elle a eu mon père au téléphone, parce que moi je lui répondais pas, je voyais qu'il m'envoyait plein de messages et tout de forcing. Moi j'avais pas envie, voilà. Et elle l'a au téléphone et j'entends qu'elle lui dit ouais mais ta fille là elle est vraiment pas bien, je crois pas qu'elle sera capable de travailler, je crois pas que tu auras de l'argent de ta fille aujourd'hui quoi. Et là il me fait passe-la moi. Et pour finir elle me le passe vu qu'elle a pas trop le choix. Et là il me dit ouais Tam, tu te bouges le cul hein, parce que moi j'ai besoin d'argent parce que ce soir moi j'aimerais bien aller au restaurant, j'aimerais bien pouvoir acheter une belle bouteille de vin. Je suis restée mais... Et là c'est comme si je me mangeais alors qu'il y a eu plein de situations qui auraient pu me faire avoir une grosse claque, me dire mais c'est quoi ce bordel. Et là je me rends compte, je me dis mais attends, tu veux que j'aille me prostituer, me donner mon corps à un gros dégueulasse, pour toi, aller t'acheter une bouteille de vin pour aller boire un verre et t'agrandir au restaurant. Tu te rends compte du truc? Je fais ah non, j'ai tout dégagé là. Je fais ah non, c'est bon, voilà. Et j'ai arrêté la participation avec mon papa. C'est pas comme ça que j'ai quitté le milieu, malheureusement, parce qu'il faut savoir que quand tu rentres dans le milieu, c'est pas toujours facile de pouvoir en partir non plus. Et que l'objectif n'était toujours pas rempli de mon côté, parce que avec mon fils, je savais pas travailler comme je voulais, il y avait plein de difficultés. Donc voilà, je me suis retrouvée encore une fois, voilà, mais ça a duré pendant 2 ans, quasiment 2 ans. Une fois que vraiment j'ai eu la somme qu'il me fallait, que j'ai eu tout ce qu'il fallait pour la maison, que j'ai pu prendre une autre maison, je suis partie parce que je vivais en plein centre de Charleroi, donc tout près de ces gens-là, tout près de ce milieu-là, et je voulais absolument offrir une nouvelle vie à mon enfant. Donc ici on est parti à la campagne, voilà. Il y a certaines parties, c'est comme si... C'est pas que je les avais effacés, mais c'est tout comme. Pour supporter justement le traumatisme qui a été, parce que vous vous doutez bien qu'en 2 ans, il y en a eu des porcs, hein, plus d'un, hein, et surtout des fois le triple de mon âge. Hein. Et le fait aussi que j'ai toujours fait un peu plus jeune, voilà. Dites-vous que quand j'avais 18 ans, 19 ans, ça faisait 15-16 ans, et voilà. Et dans le milieu, c'est quelque chose de très recherché. De plus t'es jeune, que tu parles très bien, que tu te présentes très bien, c'était la poule aux yeux d'or dans le milieu, donc c'est ça que je dis qu'on ne te laisse pas spécialement partir. Comme ça dépend où tu es, ça dépend comment ça se passe, quoi. Mais c'est généralement pas facile de partir comme ça. Et aussi, ce que j'aime pas non plus concernant ce milieu, c'est qu'on dise que c'est de l'argent facile. C'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent rapide. Il y a une grande différence. Tu peux gagner une certaine somme rapidement, mais ce n'est en aucun cas facile. Mais franchement, ce qui m'a sauvée, c'est Timéo, c'est mon fils. Je savais qu'il fallait qu'on se barre de là. Je savais qu'il fallait que je trouve des solutions pour lui donner les clés que moi je n'ai pas eues. J'ai dû me les apporter à moi toute seule malgré que j'étais fort jeune, hein, quand même 19 ans. T'es encore une gamine, j'ai envie de dire, hein, parce que maintenant je parle avec mon expérience de 30 ans, je me revois à 19 ans. Je vois les filles de 19 ans maintenant, je me dis oh gamine quoi. Voilà. Ah, il a fallu beaucoup de temps pour que voilà. Donc aujourd'hui j'ai ma voiture, j'ai mon permis, je reprends mes études en septembre, j'ai acheté ma maison il y a 2 ans en campagne. Ouais, vraiment, je suis super contente d'avoir réussi. Et surtout en voyant d'où on vient, enfin d'où je viens, arriver à ce résultat-là. Mais évidemment, comme je dis, ça a duré que 2 ans la prostitution. Après, ça a pris plusieurs années pour arriver à ce résultat-là. Mais c'était vraiment juste un tremplin pour m'en barrer. C'est parce que sinon, sans ça, étant donné que je savais pas travailler, parce qu'avec mon fils ça n'allait pas et qu'il pouvait pas aller en crèche, vu que ça n'allait pas du tout. Vous vouliez que je fasse comment à ce moment-là si j'ai pas d'aide, si j'ai pas ne serait-ce qu'une main, parce que j'ai demandé de l'aide, hein, j'ai demandé dans les trucs sociaux et tout ça, on m'a tous refermé la porte au nez. Franchement, à chaque fois c'est démerde-toi, hein. C'est pas notre problème, c'est un peu comme quand j'étais gamine, on s'en fout, t'es ton plan, hein. T'as des parents, t'as des familles, mais quand on n'a pas, on fait comment? Quand c'est tes propres parents qui te veulent du mal, on fait comment? C'est très compliqué hein, comme situation et franchement je n'ai pas honte du tout de mon chemin de vie, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, en passant par tout ça, ne seraient pas arrivés à ce résultat-là. J'ai pas honte d'être passée par la case prostitution. J'aurais préféré 1000 fois l'éviter. J'aurais préféré 1000 fois qu'on me donne un coup de main à ce moment-là. Les choses sont comme elles sont. Et pour moi, c'est juste le résultat qui compte, qui est que je m'en suis sortie et que j'offre la possibilité à mes enfants de ne pas vivre le quart de ce que moi j'ai pu vivre. Je n'ai plus en contact avec personne. J'ai dû faire le deuil. Ça m'a demandé beaucoup de travail, hein, parce que, comme je disais, pendant longtemps, moi, mes parents, j'avais qu'une envie, c'est d'être une petite fille aimée, qu'on m'appelle, qu'on m'invite à Noël. Ça peut paraître con, hein, mais j'ai fait mon deuil. J'ai dû à un moment donné me dire, mais ça ne sera jamais
tes parents. Même s'ils sont encore en vie, même s'ils sont là, même s'ils seraient dans la même pièce que toi, ce ne sont pas tes parents. C'est pas ça, être parent. Ça, c'est être un bourreau. Ça, c'est me vouloir du mal. C'est de la méchanceté pure et dure et même pas assumée en plus. Parce que même maintenant, je veux dire, avec le recul, avec les années, c'est toujours pas assumé, c'est toujours pas... Alors que le résultat est là quand même. Si j'avais été une enfant aussi perturbée, aussi méchante, aussi diabolique, j'ai envie de dire, je n'en serais certainement pas là où j'en suis. Mes enfants ne seraient certainement pas aussi bien qu'ils le sont aujourd'hui. Moi, ma revanche, c'est ça. C'est le temps. Le temps fait toujours bien son travail. Mais comme je disais, non, vraiment, je n'ai aucun regret par rapport à mon chemin de vie. Je suis passée par là. C'est pour ça que je ne jugerai jamais quelqu'un qui peut se retrouver dans ce genre de situation. C'est justement des gens qui ont besoin qu'on leur tende la main. En tout cas, quand tu tombes dans le monde de la prostitution, c'est généralement jamais vraiment de ton plein gré, jamais vraiment en mode « Oh, c'est génial ». Non, c'est qu'il y a une histoire derrière, c'est qu'il y a des raisons derrière. Donc voilà. Je suis en train d'écrire mon livre par rapport à cette histoire, enfin mon histoire, et surtout pour montrer qu'on peut s'en sortir même si on vient du monde le plus noir possible. Enfin, voilà.